On nous appelle la Société de minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoissants souvenirs, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. En tant qu'infirmière, Aurélie travaille au sein d'un EHPAD. Accompagner des personnes jusqu'à leur dernier souffle fait partie de son quotidien. Un jour, elle constate un enchaînement de décès soudains et inexpliqués, dont les patients sont tous issus de la même chambre. Cette histoire s'intitule La chambre 206. Moi, je m'appelle Aurélie, je suis donc infirmière, j'ai actuellement 32 ans. Au départ, je suis quelqu'un de très cartésien, à croire que ce que je vois. Et en fait, au fur et à mesure de ma vie, c'est beaucoup avec mon métier d'infirmière que ça s'est délité, entre guillemets, parce que en fait, je côtoie beaucoup la mort. Je suis une infirmière qui est beaucoup en EHPAD, donc j'accompagne beaucoup de gens vers ce passage-là. J'ai essayé plusieurs choses et en fait je suis tombée sur le métier d'infirmière. Je trouvais que c'était ce qui me correspondait le plus et ce qui me permettait d'être le plus proche des gens en général. J'ai essayé de faire médecin ou sage-femme au début et en fait j'ai pas réussi à faire les études que je voulais et je suis partie sur ces études-là. Et il se trouve que au cours de mes stages, on va dans plusieurs types de structures et plusieurs types de services. Et du coup, moi, je me suis sentie le mieux dans les endroits où les gens, où ce sont des lieux de vie, quoi, où les gens vivent. Et donc, notamment dans les EHPAD où, on a des personnes âgées qui sont là. Et voilà, c'est leur dernière demeure. Donc c'est là que j'ai commencé un peu à côtoyer des phénomènes un peu étranges ou oui, tu me dis c'est des drôles de coïncidences tout ça et où j'ai commencé à être beaucoup moins cartésienne parce que les coïncidences deviennent de plus en plus fréquentes et du coup tu te dis c'est quand même ça commence à plus trop tenir cette histoire là de coïncidences, quoi. Il faut savoir que dans notre métier, c'est très rare que quelqu'un aille bien et le lendemain décède. En général, c'est un processus qui est assez long. Et du coup, on dit souvent que soit ils attendent quelqu'un, donc on demande souvent à la famille de venir tous les uns derrière les autres pour que la personne voie tout le monde et soit apaisée pour partir, soit qu'ils attendent de plus voir personne. Et sur des personnes, par exemple, pour qui le conjoint est là tous les jours, c'est pile au moment où il va descendre se chercher un café que la personne va décéder parce que souvent on dit elle attend que soit qu'il y ait tout le monde qui soit là, soit qu'il y ait personne, quoi. Et ça, déjà, c'est des espèces de coïncidences, des choses qu'on remarque qui ont attrait un peu au surnaturel et qui nous mettent tout doucement dans le pli de se dire que il y a des choses qu'on contrôle pas, il y a des choses qu'on ne voit pas. Et en fait, sur donc l'histoire que je voulais te raconter, tout a commencé sur une chambre spécifique de l'endroit où je travaillais, donc dans l'EHPAD où je travaillais. C'était dans la chambre 206. La toute première personne qui est décédée dans cette chambre décède de sa belle mort, on va dire,
Elle avait 95 passés, je pense 96, 97. Cette dame-là ne s'exprimait plus qu'en faisant des onomatopées. Elle passait en fait sa journée à faire bobo, baba, mama, mimu, enfin que des trucs comme ça. Et il se trouve que derrière donc cette dame-là est rentrée une autre dame qui avait pas loin de 100 ans, je sais plus exactement, qui avait un cancer généralisé, donc on savait qu'elle venait ici pour décéder. En gros, elle était vraiment là pour qu'on la chouchoute et qu'on s'occupe d'elle, et on savait qu'il n'y en avait pas pour très très longtemps, quoi. Et en fait, cette dame-là avait une famille qui était assez particulière. La famille nous demandait de leur demander à chaque fois qu'on donnait un traitement, on n'avait pas trop le droit de lui donner des choses pour qu'elle n'ait pas de douleur. Ils refusaient qu'elle mange la nourriture de l'EHPAD, ils leur apportaient de la nourriture eux-mêmes. Ils étaient tout le temps là, ils étaient beaucoup dans des demandes un peu farfelues comme ça. Et il se trouve que cette dame donc est décédée après quelques semaines. Et en fait, au moment où elle est décédée, la famille a demandé à ce qu'on ne déplace pas le corps tout de suite. Ce qui est assez étrange parce que d'habitude les gens, n'ont aucun problème à ce qu'on déplace le corps de la chambre et ils vont voir leurs défunts, dans les pompes funèbres. Donc voilà. Sauf que là, pas du tout. En fait, ils ont refusé à ce qu'on déplace le corps. Ils sont restés plus de 20 heures dans la chambre. Ils ont allumé des bougies autour du corps. Ils ont coupé les cheveux de la personne. Ils sont restés dedans et ils avaient fermé la porte à clé et en gros si on voulait rentrer, fallait toquer. Mais voilà, c'est ce qu'ils ont fait dans cette chambre. Ils y sont restés un long moment et ça faisait un peu rituel. Et donc au bout de ce moment-là, on a eu le droit de déplacer le corps. Et sa fille, à cette dame, nous a demandé si elle pouvait revenir pendant quelques temps à l'EHPAD pour lire des livres dans la bibliothèque du salon. Ce qu'elle a fait pendant plusieurs jours. Elle était dans la bibliothèque du salon qui était au même étage que la chambre de la dame. Et elle lisait des livres en regardant la chambre de sa mère. Pendant 4-5 jours, elle a fait ça. Alors que la dame était déjà partie, était décédée et était enterrée, tout ça. Elle a fait ça 4-5 jours, puis après elle est partie, on l'a plus jamais revue. Mais du coup, que dire? Oui, pourquoi pas? Parce que je pense qu'il y avait un peu une histoire de se dire, si c'est comme ça qu'elle vit son deuil, c'est bien, mais de toute façon, cette famille était très très bizarre déjà. Tout le long, ça a été assez bizarre, donc c'était pas la première bizarrerie finalement. On s'est dit, ok, c'est peut-être la dernière, oui, peut-être, si vous voulez, voilà. Moi, je trouvais ça très étrange. C'est surtout le truc, l'espèce de rituel bizarre qu'ils ont fait pendant, la veillée qu'ils ont fait de la personne. C'était vraiment très étrange ce qu'ils ont fait, de mettre des bougies partout, de lui couper les cheveux, c'est vraiment très étrange. Moi, ça fait 10 ans que je travaille en EHPAD, c'est la seule fois que j'ai vu faire ça sur un défunt, quoi. Et ils avaient pas une religion particulière qui aurait fait que ils avaient des rites particuliers. Vraiment, il y avait rien. Il y avait aucune raison de faire ce genre de choses, quoi. On avait un monsieur qui lui aussi se dégradait un petit peu, qui était tout au bout du couloir, du même couloir que cette chambre, qui était dans une grande chambre que la famille avait du mal à payer, donc on l'avait remis dans la chambre 206. C'est un monsieur qui se dégradait, c'est quelqu'un qui avait une vie qui avait été qui avait pas été cool en termes de criminalité, quoi. Il avait fait des choses qui fait que il avait été condamné. Et en fait, il se trouve que du coup, il a eu après une maladie qui l'a paralysé sur un lit, qui l'a paralysé sur un fauteuil puis un lit. Et nous, en fait, on l'a eu dans la fin de sa vie. Donc, si tu veux, tout ce passé-là, on en avait vaguement conscience, mais on a pris soin de lui comme de quelqu'un d'autre, voilà. Et du coup, donc, on a mis ce monsieur-là dans la chambre 206, qui était un peu plus petite, etc. Et dès qu'on l'a mis dans la chambre, en fait, il a commencé à se dégrader. Un jour, moi, je rentre dans le couloir, je vais pour commencer à faire mes cachets, et je l'entends lui qui crie dans le couloir et qui fait baba, bobo, mama, mimu. Tout de suite, j'ai pensé à la dame d'avant parce que c'était tellement particulier la façon dont elle s'exprimait.
Je me suis dit, mais c'est pas possible. D'où il l'a jamais côtoyé, il l'a jamais entendu. Ce monsieur a toujours été au bout du couloir dans sa chambre. Il voyait personne à part sa sœur qui venait de temps en temps, tu vois. Et en fait, donc sur cette journée-là, on est allé prendre soin de lui, donc il avait pas mal de pansements à faire. Et c'est vrai que sur cette journée-là, c'était assez particulier parce qu'il avait un regard, exorbité et fixe. Il regardait un truc, on a l'impression qu'il avait peur de quelque chose droit sur le plafond, comme ça. Et on essayait des fois de rentrer en contact avec lui, les gens, il nous entendait pas, ou alors que d'habitude, on arrivait quand même à avoir un peu du lien avec lui, même si c'était pas incroyable, quoi. Et en fait, à partir de ce moment-là, il a commencé vraiment à décéder. On lui donnait plus aucun cachet. Il avait juste une hydratation qu'on mettait sous la peau. En fait, il pouvait pas boire, il pouvait pas manger. Et en fait, il a mis des semaines à décéder. Et c'était vraiment difficile à voir. On voyait qu'il essayait d'y aller, mais que on le retenait, quoi. Enfin, il arrivait pas à décéder. Je sais que c'est particulier comme notion parce que nous on a ces notions-là, mais oui, il y a des gens pour qui c'est difficile de partir. On sent que soit il y a quelque chose qui les retient, soit qu'ils ont pas envie, soit qu'ils se punissent, soit que voilà. Il y a vraiment cette notion-là. Des fois, il y a des gens pour qui c'est difficile de partir. Et lui, c'est vraiment, on a vu ça. Ça a duré des semaines. C'était difficile. On lui disait, mais allez-y, partez, c'est bon. Là, vous êtes au bout. Votre sœur, elle est déjà venue vous voir. On essayait de lui dire, mais allez-y, quoi. Il était dans la souffrance. Il était pas bien. Et du coup, il a fini par partir, ce monsieur-là, donc a décédé, et etc. Et quelques jours après, il est rentré un monsieur qui allait très bien, qui avait 90 ans, quelque chose comme ça, qui avait aucun souci particulier de santé. Et en fait, au bout d'une semaine chez nous, il a fait un arrêt cardiaque en plein milieu de la journée, sans aucune raison. Il avait pas de problème cardiaque ou quoi que ce soit, et il est décédé comme ça, d'un coup. Toujours dans cette fameuse chambre, toujours dans la même chambre. Les décès comme ça s'est enchaîné, donc il y en a eu 3 à la suite. Il y a une dame qui est rentrée, pareil, sur ses 2 jambes. Aucune raison qu'elle décède ou quoi que ce soit. Et en fait, elle est restée une nuit, 24 heures. Et elle est décédée sans aucune raison. On est arrivé dans sa chambre, elle était décédée, elle était morte en fait. Et en fait, de ce moment-là, je pense que notre directrice, elle a un peu eu la même conclusion que nous. En fait, elle a fermé la chambre, elle l'a désignée en tant que chambre témoin, donc une chambre où on fait bien le lit, on met tout très joli. Et en fait, on l'utilise que pour faire visiter, pour montrer une chambre de l'EHPAD, quoi. Nous, on a commencé à parler entre nous parce que c'était vraiment trop bizarre, en fait. C'est vraiment, la chambre là, faut pas trop y aller. Puis, on se sentait pas bien devant. On faisait toujours très attention qu'elle était bien fermée. Dès qu'il y avait des gens qui étaient un peu déambulants, on faisait attention à ce qu'ils rentrent pas dedans. Parce qu'on avait peur pour eux, tu vois. Et même de temps en temps, les femmes qui devaient faire le ménage, en fait, elles le faisaient, mais elles disaient qu'elles se sentaient pas bien, qu'elles passaient le balai vite fait et qu'elles repartaient, quoi. Elles avaient froid dedans et tout. Enfin, bref. Ça, c'est depuis ce rituel-là. Avant, on n'avait aucun souci, tu vois. Moi, j'ai commencé à me dire, c'est quand même franchement bizarre. Alors, j'avoue que la façon dont le monsieur là est décédé, quand il a pris longtemps et tout, je disais mais c'est pas possible qu'il se retienne à ce point-là. Enfin, tu vois, déjà je commençais à trouver ça un peu bizarre, et puis il y avait ce truc un peu, je sais pas, c'était malsain cette chambre avec tout ce qu'ils avaient fait dedans. Enfin, je sais pas, on se sentait déjà pas bien dans cette chambre-là. C'était pas ouf. Et en fait, quand la dame est arrivée là sur ses 2 jambes, que le lendemain elle était décédée sans aucune raison, là je me suis dit mais c'est pas possible, quoi. Il y a quelque chose. Ça, on commençait à dire c'est la chambre, faut mettre personne là-dedans. On commençait à dire mais faut mettre personne là-dedans. En fait, il rentre, il meurt, c'est pas possible, quoi. Il y a un truc qui va pas. Et en fait, à côté de ça, je te dis, je suis hyper cartésienne dans la vie de tous les jours, mais j'ai aussi une vie spirituelle riche, entre guillemets. Enfin, j'ai toujours été pratiquante, croyante, et je me suis toujours dit qu'il y avait un au-delà, qu'il y avait quelque chose derrière, tu vois.
Mais tout ce qui est un peu entité, fantôme, etc. C'était pas trop dans mon quotidien, mais à partir de ce moment-là, oui, ça c'était un peu rentré, quoi. Et en fait, le truc derrière, c'est que du coup, on en parlait, on disait que c'était la chambre 206, qu'on mettait personne dedans, c'est la chambre où on meurt, etc. Et je sais qu'une fois, il y a une fille qui est venue en intérim, qui connaissait un peu la structure, qui était déjà venue quelques fois. On en parlait, je ne sais pas pour quelle raison. Elle me dit, mais tu sais, moi, je sens les choses. Je peux aller voir si tu veux. Je lui dis, ok, y a pas de souci. Je dis, par contre, je trouve juste la porte. Moi, je rentre pas. À la fin de la journée, elle m'a dit, bah écoute, je suis passée. En effet, il y a un truc pas bon là-dedans. Il y a quelque chose qui tourne, qui est noir, au-dessus du lit. Il faut mettre personne de faible dedans. Elle dit, c'est pas étonnant que les gens partent rapidement parce qu'en fait, c'est quelque chose qui a besoin d'énergie et qu'il le prend sur les gens qui sont là et qui sont faibles, en fait. Donc sur des personnes qui sont à la fin de leur vie, elle dit, c'est pas étonnant que ça accélère la fin, entre guillemets. Elle nous a dit, il faudrait regarder les lunes des décès des gens. Quand est-ce qu'ils sont décédés, la nana avec le rituel là, et les autres après, quand est-ce qu'ils sont décédés. Et en fait, on a regardé, et là c'est le truc qui nous a fait le plus flipper, c'est que donc la personne qui est décédée, pour laquelle ils ont fait le rituel, elle est décédée sur une pleine lune. Tous les autres, ils sont décédés sur des nouvelles lunes. Et en fait, elle nous a expliqué que en fait, la pleine lune, c'est le moment où les entités ont plus d'énergie et du coup, elles pouvaient le plus se nourrir de la personne qui était là ou la retenir, si jamais elle devait partir. Et que les moments de nouvelle lune, elle avait moins d'énergie et que du coup, c'est à ce moment-là que les personnes arrivaient à décéder et à partir parce qu'elles pouvaient pas les retenir. En fait, elle a dit, là, je peux rien faire, c'est beaucoup trop puissant. Il faudrait que je vienne avec du matos et que je vienne avec quelqu'un. On pourrait faire quelque chose, mais il faut que je demande à la directrice. Enfin, c'est un peu particulier comme demande, quoi, de venir et de dire votre chambre là-bas, elle est hantée. Il faudrait faire quelque chose. Et pour elle, l'explication, c'était qu'ils auraient peut-être accéléré sa mort, que soit qu'ils auraient mis quelque chose dans la nourriture qu'ils apportaient ou quoi que ce soit, et qui fait que du coup, cette personne n'étant pas censée mourir à cette date-là, restait parce que c'était pas le moment pour elle de partir et que du coup c'était certainement cette personne-là en fait qui restait. C'était cette personne pour laquelle ils ont fait des trucs un peu bizarres. Après ça, j'y suis restée 2 ans et demi et on n'a jamais mis personne dedans. Ça m'a ouvert un peu à tout ça et je suis devenue maman dans cette époque-là. Et en fait, ma fille, comme tous les enfants, voit des choses. À partir de là, je lui ai jamais dit que ce qu'elle voyait, ça n'existait pas. Et je sais que elle voit un grand monsieur, elle dit un grand monsieur tout noir. Elle voit un grand monsieur tout noir dans sa chambre. Elle a 5 ans et demi, mais depuis qu'elle est petite, en fait, elle voit quelqu'un qui la protège, qui est à côté. Faut savoir que du coup, mon mari est marocain et qu'il a perdu son papa assez jeune. Donc bon, peut-être que je me persuade que c'est son grand-père en fait qui est là et qui la protège. Mais même quand elle était petite, en fait, elle regardait toujours dans un coin de sa chambre et elle revoyait quelque chose, je le sais, tu vois. Et en fait, elle a toujours gardé cette notion-là. Je lui ai jamais dit que ça n'existait pas, que ce n'était personne ou quoi que ce soit. Et je sais que là, elle a 5 ans et demi, elle va avoir 6 ans en décembre. Et il y a toujours cette personne-là qui est là avec elle à côté de son lit pour l'aider à s'endormir, quoi. Quand je vis quelque chose qui est un peu bizarre, un peu paranormal, ou quand on me fait part d'une histoire comme ça, je vais moins chercher les pourquoi. Je suis plus à me dire ok, c'est comme ça existe, etc. Après, moi, j'ai jamais vécu de choses paranormales, d'une entité qui soit mauvaise envers moi, donc ça me fait pas peur, si tu veux. Disons que je vis avec ça, je me dis qu'il y a des moments où il y a très certainement du monde qui nous entoure et qui nous soutient, qui nous aide, etc. Mais je suis plus dans ce côté un peu bon, entre guillemets, quoi. J'ai jamais vraiment vécu de choses mauvaises ou d'entités qui seraient en colère contre qui que ce soit, tu vois. Donc ouais, je pense que voilà, ma relation paranormale, c'est plus que j'accepte qu'il y a des choses qui existent
qui sont paranormales, qu'on peut pas expliquer. Voilà, je vais pas essayer de chercher des explications et des raisonnements et pourquoi c'est comme si, et peut-être qu'il y avait du vent, peut-être que ça craque parce que je sais pas quoi. Je suis plus prête à accepter que en fait c'est juste quelque chose de paranormal, que peut-être qu'il y a une entité et je vis avec, on va dire. Moi, je suis partie de quelqu'un qui avait toujours besoin d'avoir des explications, des pourquoi, des choses, des études scientifiques pour tout expliquer. Et en fait, oui, avec l'expérience, je me dis que de temps en temps, il faut aussi un peu lâcher et laisser la place à des choses qu'on n'arrive pas à expliquer et juste vivre les choses comme elles arrivent, quoi. Et je pense qu'aussi il y a un peu l'idée de témoigner et de laisser cette porte ouverte surtout à ma fille pour qu'elle puisse qu'elle sache qu'il y a des choses qu'on n'explique pas dans la vie et que c'est pas forcément mauvais et que voilà, elle peut aussi compter sur des personnes qui sont parties mais qui seront toujours là pour veiller sur elle, quoi. Vous êtes maintenant arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, venez me dire ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram. Et n'oubliez pas, si vous aussi, vous avez le courage de vous plonger dans vos souvenirs les plus étranges, prenez contact avec moi, venez me raconter vos histoires et vous ferez vous aussi partie de la Société de Minuit. Ce podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou. Il est mixé par Dimitri Benamou et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.